Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur les rues sombres de Charleston, rendant l'asphalte glissant et les lampadaires tremblants sous le vent. Dans un quartier calme, loin des regards curieux, un cri perça la nuit. Une femme avait été sauvagement assassinée dans sa demeure luxueuse de Riverside. À quelques pâtés de maison, Rebecca Sinclair, veuve de 32 ans, marchait seule après avoir terminé sa journée au centre communautaire où elle travaillait. Elle n'avait rien à voir avec ce crime, mais ce soir-là, le destin allait lui jouer un tour cruel. Un témoin la vit passer à proximité de la maison, et son apparence sombre, silencieuse, discrète fit d'elle une cible facile pour les accusations. Le lendemain, la police l'arrêta chez elle sans ménagement. Le procureur Thomas Harding, réputé pour sa carrière ambitieuse et son absence totale de scrupules, fit de Rebecca le bouc émissaire parfait. Malgré ses protestations, ses alibis solides et l'absence de preuves directes, le système judiciaire la condamna rapidement. Le juge, fatigué et pressé de clore l'affaire, prononça la sentence ultime, la chaise électrique. Dans la prison d'État de Charleston, Rebecca passa ses journées dans une cellule étroite, entourée de murs gris et de barreaux impitoyables. Elle écrivait dans son carnet, chaque mot chargé de peur, d'injustice et de souvenirs de son mari décédé, Daniel Sinclair, qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Les lettres qu'elle écrivait ne trouvaient jamais destinataire, mais elles étaient sa seule manière de garder une part de liberté dans ce monde clos. Malgré la gravité de sa situation, Rebecca ne céda pas à la haine. Elle restait calme, presque glaciale, comme si l'injustice elle-même avait forgé sa volonté. Les gardiens l'appelaient « la veuve noire » à cause de ses cheveux sombres et de ses yeux brûlants de détermination. Alors que le jour de l'exécution approchait, une tension invisible planait sur la prison. Rebecca sentait que quelque chose allait changer, mais elle ne savait pas encore quoi. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au moment où la chaise électrique allait la réclamer, un miracle inattendu allait tout bouleverser et révéler la vérité que personne n'avait voulu voir. La cellule de Rebecca Sinclair était glaciale, ses murs gris reflétant l'ombre de sa détresse. Chaque matin, elle s'asseyait sur le lit étroit, le carnet sur ses genoux, et écrivait des mots qui brûlaient sa poitrine, souvenirs de son mari Daniel, pensées sur son innocence, et prières pour qu'un jour la vérité éclate. Sa voisine de cellule, Evelyn Carter, une femme d'une quarantaine d'années condamnée pour un petit vol, observait Rebecca avec un mélange de curiosité et d'admiration. Evelyn avait entendu parler de l'affaire, et elle savait que Rebecca n'avait aucun rapport avec le crime dont on l'accusait. « Tu sais, personne ne croit vraiment que tu es coupable, » dit Evelyn un soir, sa voix tremblante derrière les barreaux. Rebecca leva les yeux de son carnet, le regard sombre mais résolu. « Croire ne suffit pas, Evelyn. Le système s'en fiche de la vérité. Ils veulent juste un coupable. » Pendant ce temps, à l'extérieur, Lucas Bennett, un jeune avocat idéaliste de 28 ans, commençait à examiner les archives du dossier de Rebecca. Il remarqua immédiatement des anomalies, des témoins aux déclarations contradictoires, des preuves rejetées par le procureur Thomas Harding, et surtout, une vidéo de surveillance montrant Rebecca à plusieurs kilomètres de la scène du crime au moment de l'assassinat. Chaque soir, Rebecca sentait l'ombre de la chaise électrique se rapprocher. Le stress et la peur s'entremêlaient avec un étrange calme, presque surnaturel. Elle ne montrait jamais sa panique aux gardiens. Son courage était devenu une armure, invisible mais solide, qui impressionnait même les plus endurcis. Un jour, alors qu'elle écrivait, un message glissé sous sa porte attira son attention. Lucas avait réussi à la contacter grâce à un complice à l'intérieur de la prison. Ces mots étaient simples mais porteurs d'espoir. « Rebecca, j'ai trouvé quelque chose qui peut tout changer. Tiens bon. Je ne laisserai pas ton innocence être enterrée. » Rebecca sentit son cœur battre plus fort. Pour la première fois depuis son arrestation, un mince fil d'espoir se dessina. Mais elle savait que chaque minute comptait. L'exécution approchait, et le temps pour réparer l'injustice était compté. Cette cellule, ce froid, cette solitude, tout allait bientôt être le théâtre d'un bouleversement qui changerait sa vie à jamais. La veuve noire, condamnée innocemment, était sur le point de voir la vérité surgir là où personne ne l'attendait. Le matin se leva sur la prison d'État de Charleston, mais pour Rebecca,
il n'y avait pas de soleil. La lumière froide des néons de la cellule accentuait les ombres sur son visage. Chaque pas vers la chambre d'exécution résonnait dans sa poitrine comme un tambour funèbre. Les gardiens l'escortaient en silence, leur regard strict mais empreint d'une certaine tension. Rebecca, vêtue de la tenue standard de la prison, marchait avec une dignité glaciale. Ses yeux noirs reflétaient à la fois la peur et une détermination silencieuse. Elle n'allait pas donner à ses bourreaux le plaisir de voir sa faiblesse. La chambre d'exécution était froide, clinique. La chaise électrique trônait au centre, entourée de caméras, de médecins et de journalistes. L'atmosphère était lourde, presque irréelle. Le directeur de la prison, Harold Thompson, posa la cagoule sur la tête de Rebecca, ses mains tremblant légèrement sous l'émotion de l'instant. C'est alors que l'impossible se produisit. La porte de la chambre explosa presque sous la pression de Lucas Bennett, le jeune avocat, haletant et trempé par la pluie de l'extérieur. Dans ses mains, un dossier épais. « Attendez » cria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « Stop. Cette femme est innocente. » Les gardiens s'arrêtèrent net. Thompson fronça les sourcils, les médecins hésitèrent, et Harding, le procureur, s'approcha en colère. Lucas brandit les preuves ADN et les enregistrements vidéo, montrant clairement que Rebecca se trouvait à plusieurs kilomètres de la scène du crime au moment de l'assassinat. Le juge, présent dans la salle, prit le dossier et parcourut rapidement les documents, ses yeux s'écarquillant devant l'évidence. « Ordre immédiat, arrêt de l'exécution », annonça-t-il d'une voix qui résonna dans toute la chambre. Le cœur de Rebecca battait à tout rompre. Elle sentit les mains des gardiens retirer la cagoule. Ses yeux rencontrèrent ceux de Lucas, et dans ce regard, elle lut un mélange de soulagement, de gratitude et de vertige. Elle était enfin libre, mais son cœur portait encore le poids des années perdues, des humiliations et de l'injustice subie. Autour d'elle, le chaos s'installait. Les journalistes murmuraient, Harding était furieux mais impuissant, et la presse allait bientôt rapporter au monde entier la vérité sur cette erreur judiciaire monumentale. Rebecca inspira profondément, essayant de contenir les larmes qui menaçaient de couler. La veuve noire, au bord de la mort, venait d'être sauvée par un miracle inattendu. Mais ce n'était que le début, la lutte pour la justice, pour la vérité et pour sa réhabilitation ne faisait que commencer. Rebecca sentit ses genoux fléchir légèrement lorsqu'elle franchit la porte de la chambre d'exécution. Pour la première fois depuis des années, l'air de la liberté toucha sa peau. Chaque respiration semblait lourde de gratitude et de douleur mêlée. La pluie fine qui tombait à l'extérieur semblait laver non seulement la poussière de la prison, mais aussi les années d'injustice qui pesaient sur elle. Lucas Bennett la guida jusqu'à un coin sûr de la prison, loin des regards des journalistes et des gardiens encore sous le choc. Il lui tendit un siège, et Rebecca s'assit, le corps tremblant, le cœur battant à tout rompre. « Vous êtes libre, Rebecca, vraiment libre » murmura Lucas, ses yeux brillants d'émotion. Les larmes coulèrent enfin sur les joues de Rebecca. Elle revit en un instant toutes les années passées enfermée, toutes les lettres jamais envoyées, toutes les nuits où elle avait pleuré seule sur son lit étroit. La douleur était immense, mais elle était maintenant accompagnée d'un sentiment nouveau, l'espoir. Dans la prison, Evelyn Carter la serra dans ses bras. « Je savais que tu allais t'en sortir, » dit-elle, la voix tremblante. « J'ai cru en toi quand personne d'autre ne l'a fait. » Rebecca savait que sa libération n'était que le début d'un combat plus grand, faire reconnaître son innocence publiquement et obtenir réparation pour l'injustice subie. Mais ce moment, même s'il était court, était précieux. Pour la première fois depuis son arrestation, elle se sentit pleinement vivante. À l'extérieur, les caméras captèrent chaque détail. Les journalistes, stupéfaits, filmaient le visage de Rebecca, les mains tremblantes mais le regard fier. Le monde allait bientôt apprendre que la veuve noire, condamnée à tort à la chaise électrique, avait survécu à l'injustice et que la vérité triomphait enfin. Mais le chemin de la réhabilitation et de la revanche venait juste de commencer. Rebecca savait que le procureur Harding ne resterait pas impuni et que la vérité devait éclater dans toute sa force pour qu'aucune autre vie ne soit brisée de la même manière. Quelques semaines après sa libération, Rebecca Sinclair se tenait dans son nouveau bureau, face à un dossier volumineux. Lucas Bennett avait travaillé sans relâche pour compiler toutes les preuves de son innocence et exposer les manœuvres frauduleuses du procureur Thomas Harding.
Le procès contre Harding devint rapidement médiatisé. La ville de Charleston retenait son souffle. Les témoins furent interrogés, les vidéos présentées, et chaque contradiction dans les déclarations fut exposée au grand jour. Les journalistes suivaient chaque étape, publiant en première page la phrase qui allait rester gravée dans l'histoire. La veuve noire était innocente. Rebecca ne cherchait pas la vengeance par haine, mais la justice. Elle assista à chaque audience, son regard impassible mais brûlant d'une force intérieure que personne ne pouvait ignorer. Les anciens collègues et amis de Danielle Sinclair vinrent la soutenir, leur présence renforçant sa détermination. Le juge prononça finalement sa décision. Thomas Harding était disqualifié et sanctionné pour manipulation des preuves et tentative de condamnation injuste. Le procureur, autrefois tout-puissant, vit sa carrière ruinée. Rebecca reçut également une compensation pour les années perdues, mais plus que l'argent, c'était la reconnaissance publique de son innocence qui comptait. Lors d'une conférence de presse, Rebecca prit la parole. « Je ne suis pas ici pour nourrir la haine. Je suis ici pour rappeler que la justice doit primer sur l'ambition, sur la peur et sur les préjugés. Si mon histoire peut empêcher quiconque d'être victime d'une injustice, alors chaque jour perdu en prison aura servi à quelque chose. » Quelques mois plus tard, Rebecca créa la Fondation Danielle Sinclair, dédiée à soutenir les innocents condamnés injustement. Elle devint un symbole de résilience et d'espoir, inspirant de nombreuses personnes à se battre pour leurs droits et à croire en la justice, même quand tout semble perdu. Le visage de Rebecca, autrefois marqué par la peur et l'injustice, rayonnait maintenant de force et de détermination. La veuve noire, condamnée à tort, avait non seulement survécu à la chaise électrique, mais avait également transformé sa douleur en puissance, sa tragédie en espoir, et sa souffrance en justice. Et pour la première fois depuis des années, elle put regarder l'avenir avec confiance.